Les technos victimes de virus divers ou piratage ou autre. C'est un petit épisode des technos que nous vous proposons cette semaine. Petit épisode et petite équipe également. On retrouve Sébastien. Hey. Bonjour Sébastien, et il n'y aura que Sébastien et votre serviteur pour parler high-tech cette semaine et pour un petit peu éplucher l'actualité de cette semaine. Je parlais de la grippe, Sébastien, il y a paraît-il un truc pour détecter le virus de la grippe ou une particularité ? Oui. Il y a un truc qui est amusant de chez Google, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, il y a le Google Org Flu Trends. Oui, juste, ça existe depuis 1 an ou 2 cette histoire-là. Tout à fait, et alors si vous regardez pour le moment, vous voyez qu'effectivement en Europe on est en mode rouge, c'est intense, alors qu'aux États-Unis on est orange, et puis si vous voulez pas avoir la grippe, vous pouvez aller en Afrique et probablement en Amérique du Sud. Alors, comment est-ce qu'ils font pour détecter la grippe ? Puisque bon, c'est un moteur de recherche à la base. Mais c'est quand on est malade, évidemment. On tape des recherches. Voilà. Donc ils se sont dit que grâce à ça, ils pouvaient détecter le nombre de gens qui étaient malades. Quand on regarde les résultats, moi j'avais fait un comparatif il y a 1 an ou 2, quand ce truc était apparu, j'avais fait un comparatif avec les chiffres de l'OMS, et c'est quand même très très proche. Hein. Ils arrivent quand même à avoir des résultats quasiment en temps réel, effectivement, puisque c'est issu des recherches faites par les gens qui ont le nez qui coule. C'est vraiment bluffant comme c'est proche de la réalité, quoi. Ouais, c'est très efficace, sauf évidemment peut-être en Afrique où on a un peu moins de recherche, donc là leurs chiffres n'ont pas l'air exceptionnels, et au Groenland non plus, il n'y a pas l'air d'avoir la grippe, étonnamment. Ils sont peut-être immunisés, ceci dit. Le virus tient pas par des températures aussi basses. Par contre, le Japon, ça déchire comme en Europe, et donc si vous voulez voir où on en est, c'est google.org/flutrends. On ira jeter un œil à n'en pas douter. La semaine dernière, on avait fait l'impasse, souvenez-vous, sur les informations Apple, on n'en avait pas la semaine passée. Depuis lors, il y a eu une présentation, pas une keynote, je vous rassure, on n'est pas passé à côté de ce genre d'événement, évidemment, mais Tim Cook, le CEO de Apple, a révélé donc les chiffres du premier trimestre 2015, comme il est de tradition, de parler donc des gros chiffres, comme Apple sait le faire. Eh bien, ça se passe plutôt pas mal pour la marque à la pomme, puisque c'est leur meilleur résultat. Tu me le disais encore, Seb, hors enregistrement, c'est comme ça à chaque fois, c'est très rare qu'il y ait du recul, il faut bien le reconnaître. C'est leur meilleur trimestre, meilleur trimestre de l'histoire d'Apple, qui confirme d'ailleurs la tendance, évidemment, donc du trimestre précédent. Un chiffre d'affaires de 74,8 milliards de dollars pour un bénéfice net qui atteint les 18 milliards de dollars. 70% du chiffre d'affaires est réalisé grâce à l'iPhone. C'est étrange, on peut avoir une perception du marché quand on va, on voit les gens qui ont des appareils autour de nous, on se dit tiens, on voit pas beaucoup de nouvel iPhone finalement. Non, peut-être pas chez nous, mais en Chine, oui. Et c'est peut-être ça qui fait contrebalancer les chiffres, c'est qu'il y a une marge de progression énorme en Chine qui atteint presque les résultats de l'Europe. Donc ça gonfle évidemment le chiffre d'affaires et le bénéfice net atteint par Apple sur ce trimestre. Donc le chiffre d'affaires de l'iPad, quant à lui, est en recul de 18%, mais c'est pas étonnant puisque l'iPad lui-même, les tablettes elles-mêmes sont en recul de manière globale, toutes marques confondues. Puis on avait déjà évoqué ici avec les technos le fait que l'iPod est un assez bon appareil, et bien souvent on saute un modèle, voire peut-être 2 modèles avant d'en acquérir une nouvelle. C'est le problème des appareils qui sont robustes. C'est un petit peu ça l'idée aussi. La progression révélée significative sur toutes les zones géographiques, je le disais, et en particulier donc la Chine. Donc à suivre évidemment dans les semaines ou les mois plutôt à venir, ou les trimestres à venir. Un commentaire peut-être, Sébastien. Oui, j'étais en train de regarder. Donc c'est vrai que l'iPad il se prend 22% en revenus dans les dents en 1 an. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Ils ont quand même plutôt tendance à se faire prendre par la concurrence là-dessus, probablement plus facilement que sur l'iPhone. C'est étonnant quand même, ils se font 57% de revenus en plus sur 1 an sur l'iPhone. Alors ce qui m'amuse toujours, c'est qu'ils font encore pas mal de services aussi. Je ne sais pas. Ouais, donc, et ça représente
c'est pas ridicule en revenus. Tout à fait. C'était révélé d'ailleurs, même s'il y a une petite baisse par rapport au trimestre précédent sur ce type d'activité, malgré tout, ça reste quand même très très présent dans le chiffre d'affaires d'Apple. À l'horizon, ils ont services et autres produits. Je sais pas, j'ai pas lu le communiqué en détail, donc tu pourras me corriger éventuellement. Mais je ne sais pas dans quoi ils ont mis tout ce qui est service cloud et compagnie, parce que quand on regarde les autres produits, eux, ils ont augmenté, et le service, ça monte un tout petit peu, mais c'est pas non plus en train d'arriver. C'est un peu flou ça, services et autres produits. On a du mal à situer iTunes dans ces sphères-là. Ça semblerait être plutôt dans service, manifestement. De la même manière, tiens, tu poses une bonne question pour iTunes, parce que si effectivement ils prennent les 30% de marge sur tout ce que tu achètes dans iPhone, iPad ou dans autres services, parce que s'ils prennent les 30% dans autres services et services, ça leur représente pas tant que ça, leurs 30%. Non, effectivement. C'est assez... À fouiner. Ah, oui, peut-être à creuser un petit peu. Ceci dit, bon, quand on atteint des sommets pareils, ça reste quand même très très bluffant, quoi. Il faut bien reconnaître que c'est toute l'économie d'un pays qui repose sur une seule entreprise ou presque. C'est très particulier tout de même. C'était l'occasion aussi pour Tim Cook de glisser rapidement, très furtivement même, un petit mot par rapport à la Watch, vous savez, la montre d'Apple, qui avait été annoncée pour le début de cette année. Alors le début de l'année, c'est un petit peu à géométrie variable pour Tim Cook, puisqu'il dit non, il n'y a aucun souci, on est dans les temps, ce sera pour avril. Donc on l'attend avec impatience, enfin ceci dit, certains d'entre vous peut-être l'attendent avec impatience. Quand on voit les prix qui sont annoncés, on parle de 300 €, je pense, pour l'entrée de gamme avec un bracelet en plastique, et puis après on passe directement à 500 à 1000 €, tout dépendant bien sûr du change qui sera appliqué pour les modèles supérieurs. Ça te paraît logique, Sébastien, cette arrivée tardive, on va dire, parce qu'on l'avait annoncé plus tôt, hein, Écoute, ça me semble logique vis-à-vis de certaines critiques qu'ils semblent avoir avec les batteries, et donc peut-être qu'ils essayent de corriger, en tout cas en toute fin de production, 2-3 derniers petits détails, parce que les premières annonces nous présentent une montre qui fonctionne que quelques heures. Oui. J'ai lu quelque part en fonctionnement, enfin l'écran allumé, 4 heures, 3 ou 4 heures. Oui, 3 ou 4 heures, ça me semble pas beaucoup pour une montre. Pas beaucoup, non. Donc, mais alors après, les critiques vont tout de suite sur une montre qui se recharge toutes les nuits, etc. Moi, c'est la même chose avec les montres Android, mais en général, elles tiennent, en tout cas pour celles que j'ai eues, 2-3 jours en tirant un peu. Ouais. Mais voilà, ça fait partie des nouveautés, c'est encore les tout premiers modèles. C'est les tout premiers modèles, et puis on peut encore avoir de belles surprises. Ceci dit, il faut encore voir, là ce ne sont toujours que des rumeurs, hein, personne ne peut encore dire ou prétendre l'avoir testé. Et puis je terminerai le chapitre à Apple peut-être avec cette annonce qui concerne pour l'instant uniquement les États-Unis, mais qui pourrait s'élargir au reste du monde peut-être. C'est le programme Free on iTunes, qui comprend des offres gratuites de séries, de musique, qui sont symbolisés d'ailleurs dans iTunes par un petit point bleu que vous ne verrez que si vous avez un compte iTunes États-Unis, à suivre de près dans les semaines ou les mois à venir aussi. Je me demande, enfin, on peut se poser la question de savoir à quelle politique ça correspond, quelle est l'idée sous-jacente, qu'est-ce qui se prépare derrière iTunes. On a déjà vu par exemple quelques traces ou preuves furtives de l'évolution des podcasts, par exemple, ça nous concerne au premier point. Et la possibilité de rendre certains podcasts payants, par exemple, dans iTunes. À suivre également, bien entendu. Je pense qu'on a fait le tour pour Apple, Seb, si je ne dis pas de bêtises. Non, pour moi c'est bon. C'est bon pour toi, donc on peut passer à Microsoft, et ça te concerne. Microsoft a également annoncé ses chiffres. Oui, cette saison, et quoique ça me fait marrer parce que de la même manière, ils annoncent le début 2015, alors qu'on est quand même toujours que en janvier. Oui, bien sûr. Parce qu'Apple qui a annoncé le trimestre 2015. C'est toujours c'est un peu comme chez nous les années, qu'on appelle ça encore. Les sextiles, non. J'avais ça en tête, mais je sais que ce n'est pas ça. Non, mais c'est l'année fiscale, quoi. C'est l'année. Ouais. Et ici, c'est le trimestre fiscal, c'est le trimestre pendant lequel ils vont payer des impôts. Oui, et puis surtout, si
si on prend le cas d'Apple, ils vendent déjà bien avant que ce soit arrivé chez vous, parce que ça passe par tous les maillons intermédiaires, enfin, quoique un peu moins pour Apple, mais quand même encore majoritairement. Donc ils savent ce qu'ils ont produit, ils savent ce qu'ils vont écouler sur le marché. Alors au niveau Microsoft, ils font quand même une belle augmentation de 8% par rapport à l'année passée. Alors c'est à mettre en parallèle avec 2-3 petites baisses qu'ils font, c'est-à-dire que tout ce qui est licence, logiciel, Office, Windows, etc. chute. Et sensiblement, ce qui se fait dans toutes les autres sociétés, hein, les licences logicielles n'ont pas la cote pour le moment et Office non plus, hein, c'est pas le truc tendance en dessous du sapin. Par contre, Microsoft récupère pas mal d'argent au niveau de tout ce qui est abonnement, parce que voilà, Office 365 commence tout doucement à créer son petit écosystème, et ils vendent aussi au niveau de Surface. Étrangement, je suis surpris parce que Surface commence à représenter pas mal d'argent. C'est le hardware en fait qui gonfle un peu les chiffres cette fois-ci. Bah écoute, Surface est quand même 1,1 milliard de dollars et les téléphones 2,4 milliards, alors qu'en fait Microsoft n'était pas dans les téléphones il y a... Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc 2,4 milliards en quelques années, c'est pas mal pour un revenu qui part de zéro. C'est clair. Ouais. Donc en progression et des chiffres plutôt sympathiques également. Je pense qu'ils ont arrêté la production maintenant de la Surface 2. C'est fini de ce côté-là. Je sais pas, c'est possible. J'en ai encore vu il y a pas tellement longtemps. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est la fin de ce côté-là. Et puis là, maintenant, ils sont sur une tendance. On le disait encore la semaine dernière, et on y reviendra certainement avec plus de précision en temps utile de Windows 10 et de tout ce qui va aller autour. On se doute que là aussi, il va y avoir pas mal de changements. Oui, alors là aussi, quand on voit Microsoft qui, quand même, historiquement, fait tout son argent au niveau du consommateur avec tout ce qui était Office, Windows et assimilé. Je sais pas pourquoi, mais je pense aussi à Flight Simulator qu'ils ont tué il y a quelques années. Oui. C'est pas bien. Et donc... Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça ? Oui, tout à fait. Ils ne font pas des sorties chaque année. C'est-à-dire que, comme on n'a pas eu un nouveau Windows cette année, c'est normal qu'ils ne font pas beaucoup de ventes. Et donc, ils ont plutôt tendance à exploser les chiffres au moment des sorties d'un Office. Et ça, on en attend un pour l'année prochaine, un Office 2016 et Windows 10 qui va certainement aider Microsoft dans ces chiffres. Tant qu'ils n'arrivent pas à shifter vers un modèle de service où on paye chaque mois pour son Office et son Windows, ils vont avoir ces coûts de montée et descendre dans leur chiffre d'affaires. C'est classique. C'est assez classique, en effet. On passe à la suite, si tu veux bien. On a assez parlé chiffres, on va parler technologie un peu. YouTube l'a annoncé par le biais de son blog cette semaine aussi. C'est fini, le Flash. On arrête. C'est le bon vieux player en Flash de chez Adobe. On l'utilisera plus. Là, ils sont partis, bien sûr, sur la technologie HTML5, qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus universelle, qui permet beaucoup plus de choses également, comme par exemple ce qu'on appelle l'ABR, c'est cette possibilité de... Comment on dit encore c'est l'adaptative bitrate, c'est cette possibilité de directement envoyer des données et d'adapter la qualité, on va dire ça comme ça, de la qualité de l'image au fur et à mesure de la progression de la bande passante. Je ne sais pas si je suis très très clair. Peut-être que tu as des mots plus simples. C'est bon, magasin, pour expliquer... Au plus ça va vite, au plus c'est joli. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est déjà intégré dans le langage, enfin dans la technique de l'HTML5 tel qu'il l'exploite en tout cas. Également la possibilité de produire du buffering plus facilement, donc vous avez accès à la vidéo beaucoup plus rapidement également. Bref, c'est mieux. on va le résumer comme ça, Sébastien. C'est mieux, mais par contre, ça risque de pas faire beaucoup plaisir à Adobe, à ceux qui étaient des inconditionnels de Flash, mais ça devenait lourd, quoi. Il faut reconnaître que depuis quelques années maintenant, c'était un peu pénible. On se rappelle donc de ce fameux courrier de Steve Jobs, c'était en 2010, si je me rappelle bien, qui avait écrit une lettre incendiaire à l'adresse d'Adobe au sujet de Flash, en disant que cette technologie était complètement obsolète. Et c'était il y a 4 ans, presque 5 ans. Et que donc voilà, là on y est maintenant. Un gros opérateur comme YouTube qui arrête d'utiliser cette technologie, ça envoie quand même un signal assez lourd, assez franc à l'ensemble de la communauté.
Oui, mais alors il y a certainement d'autres raisons qui sont derrière. C'est que ça va permettre à YouTube aussi de limiter son code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends une tablette, un iPad, un téléphone, bah, Flash, ça a été tué depuis quelques années. Donc maintenant, enfin, pour ceux qui avaient Android, hein, parce que c'est jamais arrivé sur un iPad. Donc c'est de l'HTML5 et sur PC effectivement ils sont obligés de garder plusieurs technologies. Donc ça, à part des vieux Internet Explorer ou des très vieux Firefox ou des Chrome, je pense que ça ne devrait pas poser un gros problème. Mais quand on reprend Adobe, je suis pas certain que ça les chagrine plus que ça d'abandonner Flash, parce qu'ils avaient fait une démo il y a quelques années déjà d'un outil qu'ils avaient préparé pour transformer tout ce qui était production Flash en HTML5. Oui, c'est juste. Donc pour faire directement une transition facile pour les développeurs. Et puis quand tu vois ces dernières années les évolutions d'Adobe, ils ont tendance à se mettre au niveau aussi d'acteurs web, c'est-à-dire qu'ils ont racheté des boîtes qui étaient actives dans tout ce qui était Analytics, donc en concurrence de Google Analytics. Et ils vont beaucoup plus loin là-dedans. Ils ont toute une série d'outils liés aux réseaux sociaux. Ils font pas mal de rachats et ils sont en train de se positionner d'une manière assez intéressante au niveau web. Donc pas de péril en la demeure pour Adobe. Ils ont d'autres produits aussi en regard. C'est vrai que c'est finalement qu'un petit département, je pense, à ce niveau-ci. Quoi qu'il, c'est quand même une révolution parce que le plugin Flash, on l'a usé à la corde depuis de nombreuses années. Et, pour les jeux, entre autres. Puisque tu parles des jeux, justement, l'ingénieur Richard Leader, qui a publié un billet donc, sur le blog de YouTube, expliquait également que ça allait leur permettre dorénavant également de pouvoir streamer l'image de jeu dans des fenêtres de players YouTube. On se demande aussi vers quoi ils pensent, vers quoi ils s'orientent. On imagine qu'il y a une concurrence féroce justement dans ce domaine du streaming d'images de jeux vidéo. Je pense à Stitcher par exemple ou à Dailymotion plus récemment qui a ouvert une offre dans ce domaine aussi. Donc on peut se douter que YouTube va aller sur ce terrain. C'est pas le seul d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, il y avait pour la tempête qui n'a pas eu lieu aux États-Unis. Oui. Enfin, il a eu lieu. Le blizzard. Voilà. Oui. Il y avait quand même l'une ou l'autre personne qui avait mis des webcams en streaming sur YouTube. Oui. Directement. Donc c'est quelque chose qui commence tout doucement à arriver aussi sur YouTube. La prochaine étape, c'est la télé en streaming. Hein. Ben oui. Voilà, on le voit tous arriver. Ça arrive progressivement, ça c'est clair. Enfin voilà, une évolution. Mais, oui. Tu sais qu'il reste encore un acteur très important qui utilise Flash et que tu ne te rends pas compte. Non. Facebook. C'est vrai. Facebook l'utilise au niveau des notifications, c'est-à-dire qu'ils utilisent un socket. Je pense que j'ai encore eu de temps en temps un plantage flash. Et tu vois effectivement, du coup, tu vois que tu n'as plus le chat, etc. Tout ça a disparu sur Facebook. Ouais. Parce qu'en fait, le WebSocket, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le WebSocket ou je dois. Tu peux en quelques mots, ouais. Donc quand vous allez sur une page web, vous voulez avoir une information en temps réel, c'est-à-dire vous prenez le plus bel exemple de WebSocket, c'est le cours de la bourse. Vous voulez le cours d'une action et vous voulez que ça bouge au fur et à mesure de l'évolution de l'action prenant le Nasdaq. Eh bien, à chaque fois que vous voulez une mise à jour, vous devez demander au serveur pour le cours actuel de l'action. C'est une requête. Une requête. Ouais. Ce qui fait beaucoup de requêtes si tu veux quelque chose à jour. Parce que, voilà, si tu as 1000 personnes qui se connectent et tu fais une requête toutes les secondes, ça fait 1000 requêtes par seconde dans les dents. Ouais. Et donc, à un certain moment, ils ont décidé au E3C et compagnie, on va faire le WebSocket, c'est-à-dire qu'on va créer une possibilité d'une connexion qui reste ouverte. Parce que l'HTTP, c'est tu demandes quelque chose, on te le donne, et puis c'est fini. C'est ça. Bon, je schématise un peu, il y a moyen c'est une espèce de flux HTTP, en quelque sorte. C'est une espèce de flux de données en quelque sorte. C'est ça. Ici, c'est une connexion socket, donc truc de base, donc tu te connectes et puis tu reçois les données en permanence. Et donc on comprend l'intérêt justement pour du chat, des notifications, des choses comme ça. Quoi. Ouais. C'est utilisé pour pas mal de choses déjà aujourd'hui et ça permet d'avoir une page qui bouge avec des données qui viennent d'un serveur sans avoir fait la moindre interaction. C'est ça.
en HTTP. Donc ça allège énormément les serveurs. Et donc cette partie-là, juste cette partie congrue est utilisée pour... Cette partie est utilisée encore par Facebook. Pourquoi ? Parce que le WebSocket n'est pas supporté par une partie des vieux Internet Explorer. Il ne supporte pas, voilà. Ouais. Et le WebSocket a quand même un truc encore assez récent, donc c'est pas encore totalement accepté dans tous les navigateurs. On a encore des petits soucis sur Firefox et... Ouais. Etc. Ce qui explique effectivement, tu le disais, que de temps en temps on a encore des plantages flash dans un navigateur ou l'autre et qu'on se demande pourquoi, parce que et on met ça souvent sur le compte d'une bannière. Non, pas que. Mais pas que, effectivement. On peut clore là le sujet YouTube. On y reviendra peut-être au niveau technologie ou évolution future, puisque vous le savez, nous sommes sur YouTube avec une chaîne YouTube pour vous proposer les images. En HTML5. En HTML5. Effectivement. Donc nous on suit ça de près forcément parce que ça nous intéresse au premier plan. On continue. Sébastien, on va parler un peu hardware avec LG qui pourrait attaquer Qualcomm en justice. Ouais, c'est drôle. Ben oui, c'est bizarre. Ah non. Enfin, c'est pas drôle pour Qualcomm. Ça dépend pour qui, ça dépend d'où on se place. En tant qu'observateur, c'est rigolo. C'est rigolo, surtout quand on lit pourquoi, parce que tu vas dire qu'est-ce qu'il y a Qualcomm, ils sont assez discrets en général, hein, c'est pas le genre à aller s'emmerder en justice assez souvent, et LG non plus, c'est pas les gens les plus emmerdeurs, hein, donc et alors il n'y a pas encore procès, mais il y a péril en la demeure. Pourquoi ? Parce que au CES on a présenté le LG G Flex 2, qui est le nouveau téléphone fleuron de la marque LG, qui est basé sur un Snapdragon 810 qu'on voit à l'image. Qu'on voyait ou qu'on verra que vous voyez. Ceci dit, tu pourrais nous lire n'importe quoi. Hein. C'est écrit Snapdragon, t'as vu. Oui, t'as vu. By Qualcomm. Et il se fait que la presse a relevé quelques petits problèmes avec cette version du Snapdragon, le 810, parce que voilà, il surchauffe et il y a quelques problèmes avec le socket. Et voilà, LG c'est trop tard, ils ont construit leur téléphone, le truc est livré, donc c'est cuit pour eux. Et à côté de ça, Samsung, la rumeur voudrait que Samsung sorte son Galaxy S6 basé sur un Snapdragon 810 aussi. D'accord. Alors ils avaient hésité entre un truc à eux, un Exynos, si je me trompe plus, mais comme ils ont vendu plein de chips à Apple et qu'avec Apple ils se font beaucoup plus de pognon que ce qu'ils s'y vendent avec leur téléphone, ils préfèrent garder leur production pour eux. Donc on pense qu'ils vont sortir avec un Qualcomm, ils préféraient utiliser les trucs d'un autre pour se faire une meilleure marge. C'est amusant déjà comme histoire. Sauf que en l'occurrence Qualcomm annonce que ce serait réparé pour le S6, tous les problèmes de surchauffe qu'ils ont fait sur le 810. Et donc la LG se dit mais non, on va faire le même processeur et moi c'est tout merdé et pas chez Samsung. Donc pas content. Pas content et donc menace. Bon, c'est des gesticulations aussi, hein, on joue les gros bras, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Oui, mais ça risque de coûter cher à LG, hein, parce que LG clairement. Qui a un téléphone où on dit ok, non, ton téléphone il surchauffe et il y a des problèmes de performance, les gens vont pas l'acheter. Je pense à ça maintenant, c'est une parenthèse que je fais de mémoire parce que j'ai vu passer cette information au début de la semaine, me semble-t-il. On a la preuve on aurait la preuve que le nouveau Nexus, donc fleuron de chez Google, mais fabriqué, si je ne m'abuse, par LG, devait avoir un lecteur d'empreintes dans le dos de l'appareil, là où se trouve le M de Motorola, en gros. Et donc, ils n'ont pas pu intégrer ce hardware parce que le meilleur fabricant a été racheté par Apple. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas utiliser le second meilleur fabricant, ils voulaient vraiment le meilleur du meilleur, et donc ils ne l'ont pas intégré. Voilà. Voilà, ça c'est fait. C'est comment on peut passer à côté d'un truc, quoi. Ouais, honnêtement, je voudrais voir une étude qui donne le nombre de personnes qui l'utilisent sur un iPhone. J'en ai sur le Galaxy depuis quand même un certain temps.
Je l'ai jamais utilisé. Sur le Nexus, par contre, il était situé dans le dos de l'appareil, à un endroit où on a tendance à mettre le doigt, justement. Donc, il y a peut-être une bonne idée, une bonne innovation ergonomique derrière, mais on ne le saura jamais. Oui. Ça, il faut le dire aussi. Voici, peut-être. Peut-être. Ah oui, peut-être dans un avenir. Voilà. Il s'est passé pas mal de trucs côté sécurité également cette semaine, Sébastien. On l'a tous constaté, en tout cas ceux qui se lèvent tôt, ont constaté une panne de Facebook, ce qui est excessivement rare, et quand ça se produit, en général, même le journal de 19h, celui de 19h30, celui de 20h, ou même celui de 23h45 vous en parle, parce que ça ne peut pas arriver. C'est comme si Internet s'arrêtait, en gros, Facebook qui s'arrête, et Instagram également par la même occasion. Et c'est dû à quoi? On le sait ou pas? Alors, il y a une grosse rumeur, et je ne pense pas qu'il y ait eu une confirmation de Facebook depuis. Je sais pas, c'est vrai que j'aurais dû revérifier. Mais ça n'a pas coupé que Instagram. D'abord, c'est vrai que ça a coupé Facebook, ça a coupé Instagram, mais ça a coupé tous les services qui dépendaient de Facebook, logiquement. Ouais. C'est-à-dire tous les sites qui utilisent Facebook pour se connecter. D'accord. Donc, quand tu coupes Facebook, aujourd'hui, tu as une série de milliers, une dizaine de milliers de sites qui n'arrivent plus à fonctionner parce qu'ils utilisent « Connectez-vous avec Facebook » pour créer facilement des comptes. Ouais. Et donc, on en arrive effectivement à une centralisation de toutes ces données qui pose un certain problème quand le service tombe en panne. Donc, voilà pourquoi ça inquiète beaucoup de gens. Ça a quand même eu une bonne petite panne, 8h du mat. Et donc, on va voir tout de suite sur Twitter qu'est-ce qui se passe. On regarde un peu, parce que Twitter tenait le coup. Oui, Twitter, tu as toujours le coup. Non, Twitter a tendance à tomber beaucoup plus en panne que Facebook. C'est vrai? On le voit moins? On en parle moins. Oui, sans doute. Mais l'année passée, ça allait, mais avant, Twitter était très peu stable. Ouais. Maintenant, ça commence à tout doucement aller. En tout cas, c'est là qu'on cause de Facebook. C'est là qu'on cause de Facebook en panne, oui. Ouais. Mais Facebook était d'ailleurs à ses débuts très très souvent en panne ou avait des gros problèmes de lenteur. Ici, c'est vrai que l'année passée, c'était plutôt rare. Et ici, c'est la première de l'année. Et quelques minutes après le fait que Facebook, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Je t'entends toujours, mais tu es devenu bleu. Je suis devenu bleu. Et j'ai perdu mes écrans. Ah, ben voilà, donc il y a une panne d'écran, mais je t'entends. Non, j'ai eu une panne de courant en fait. Ah, d'accord. Mais ça va revenir. J'espère que ça va revenir. Oh non, je sais ce que... Ah bah alors là, ça vaut la peine que je vous explique pour la petite histoire. Je reviens sur Facebook. Je ne sais pas si... On n'a pas encore parlé du D-Link. Non, la prise D-Link. La prise intelligente. La prise intelligente, c'est une prise qu'on va vous présenter dans un hors-série lundi. Alors, c'est une prise qui est effectivement sur laquelle on peut programmer une utilisation maximale de jus. Et quand on a dépassé son nombre de kilowatts, eh bien, cette brave prise a décidé de me couper le jus. Ça, c'est magnifique. Et ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Qu'est-ce que vous voulez? On fait ces communications via Skype, mais là, on a retrouvé Sébastien. Ça nous apprendra aussi en même temps à brancher un tas de brol. Voilà. Et donc, apparemment, je consomme beaucoup d'après ma prise. Et donc, effectivement, quand Facebook est en panne, tout le monde débarque sur Twitter. Et sur Twitter, quelques minutes après, tu as une team de pirates, donc les Lizard Squad, qui ont tout de suite dit « Oh, c'est nous !» Youpi, la revendication, quoi. Revendication. Donc ça se fait. Et alors, effectivement, la manière dont il disait tout ce qui est tombé, et comme les événements ont suivi effectivement de tout ce qui est tombé un par un, tout laisse à croire que les gars, c'est eux. Et alors, mais pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Probablement qu'en général, ils font ça en essayant de soutirer de l'argent. Ouais. Et ces gars sont quand même responsables d'une série très importante d'attaques. On va revenir après sur comment est-ce qu'ils font pour couper les services. En décembre, ils ont coupé Xbox Live, PlayStation Network, pour lequel ils ont arrêté de faire ce type d'attaque à partir du moment où Kim.com leur a donné 3000 comptes sur Omega. Tu vois, donc c'est des chantages à la con. Oui, c'est ça. Et tu as, ils revendiquent aussi avoir coupé le web en Corée du Nord. Donc ils disent qu'ils en sont la cause. Donc le gars n'a pas peur non plus. Ouais.
et qu'ils ont coupé encore aussi Xbox Live en décembre, le réseau PlayStation précédemment, Destiny, je dirais, pour être clair, les grosses annonces de ces, on va dire, 6 ou 12 derniers mois seraient à imputer à ces lézards, quoi. C'est ça. Et alors, ils ont aussi la compagnie malaisienne qu'ils auraient défacée, qu'ils auraient mis 404 Play Not Found. Enfin, donc, ils ont une série qui est quand même assez importante d'attaques à leur actif. Ouais. À leur actif. Et alors, ils ont un site, parce que ces mecs ne font pas ça juste pour le fun, ils font ça pour de l'argent, c'est purement mercantile. C'est ça, ouais. Et alors, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle le Lizard Stressor. Et c'est en fait un bête site web sur lequel vous allez payer pour casser le site web de quelqu'un. C'est ça, donc c'est un peu du piratage à la clé, quoi. C'est ça, donc vous allez demander pour 100 secondes. Alors le Blizzard, après on va regarder les performances qu'ils annoncent avec leur réseau, parce que c'est toutes des machines zombies, hein, donc oui. Zombies, on a déjà expliqué ce que c'était par le passé, machine où vous êtes fait verrouiller et que vous vous rendez pas compte et elle attaque tout le monde. Ça, ils virtualisent des machines sur des machines particulières. Des centaines de milliers de machines. Voilà, c'est ça. Et alors, si vous voulez 100 secondes de leur réseau, ça vous coûte $6 par mois. Ouais. 180 secondes, $9, etc., etc. Et si vous voulez jusqu'à les 30 000 secondes, c'est $130 par mois ou $500 à vie. C'est un peu la version moderne de je vais aller casser les tiges de ce monsieur à coups de batte de baseball pour X. Enfin, c'est du racket, quoi, en gros. Pour rien, hein, parce que c'est pas très cher pour $130. Ouais. Tu vas casser le site d'un concurrent. Bon, et vu les outils. C'est d'un malsain sans nom. Hein, c'est vraiment malsain, quoi. Oui, c'est malsain. Et ce truc, voilà, est disponible. Alors, ils mettent évidemment en grand que c'est pour tester uniquement ton infrastructure. Mais Dieu seul sait qu'en fait, la plupart des gens qui le font ont plutôt tendance à casser le site du voisin en disant voilà quoi, une petite menace à 2 balles. Et eux s'en font du pognon. Ils s'en font du pognon et ils se font quand même une bande passante revendiquée de 30 000 terabytes par seconde. Pas mal. Donc, quand tu te prends 30 000 terabytes par seconde. Oui, ça fait beaucoup. Même si tu t'appelles Facebook. Ouais. C'est clair. Voilà quoi. C'est bon. Je comprends pas comment c'est possible que ce site soit encore accessible. Par contre, qui peut bloquer ça? Qui peut faire quelque chose? Au secours, j'ai envie de dire. Tu sais pas faire grand chose. C'est un point SU. Je sais pas de quel pays c'est, mais 2 minutes après, ils en ont fait ailleurs. Oui, c'est ça. Donc de toute façon, c'est mort. Cette team est déjà là. Alors, ils ont énormément de comptes Twitter. Ça vaut la peine d'aller, si vous êtes un petit peu curieux, d'aller lire ce qu'ils racontent sur Twitter. Ouais. L'ego de ces personnes. C'est des espèces d'anonymous un peu organisés et criminels, quoi, en fait. Oui, mais ici, c'est plus le criminel fier de l'être qui fait la photo de... tu vois le mec avec son flingue devant son compte Twitter. C'est ça. Donc, c'est vraiment les grosses armes, les grosses. C'est des vrais lourds, quoi. Des vrais. Enfin voilà. Voilà. Des gens qu'on ne devrait pas laisser aller sur Internet. Faut pas fréquenter, même le laisser aller nulle part d'ailleurs. Justement, puisqu'on parle d'attaque, tu nous as déniché un site qui nous permet de suivre les attaques, qui s'appelle comment d'ailleurs? Il s'appelle Digital Attack Map. D'accord. J'ai découvert ça en même temps que je me suis intéressé à cette attaque. Alors, c'est pas la première fois que je vois ce genre de site. Il y en avait un autre qui était apparu il y a quelques mois maintenant lors d'une attaque. Je ne sais plus dans quel domaine c'était, parce que c'est souvent au moment des attaques qu'on voit ce genre de site émerger. Je me suis posé la question à l'époque, est-ce que c'est... D'abord, comment fonctionne ce type de site? Ou est-ce que c'est juste une vue de l'esprit basée sur des statistiques qui sont mis un petit peu dans une forme plutôt jolie, un peu cinématographique, un peu futuriste, ou est-ce que vraiment on a des informations concernant ces flux de données, ces attaques de réseau? Alors non, tu les as, ces informations, parce que il n'y a pas que des cons derrière ce truc, hein. C'est financé en partie par Google. Et une société Arbor Networks, donc c'est pas des débutants qui font ça. Et toutes ces données transitent par les routeurs des gros fournisseurs. Donc ces données sont prévues pour transiter par les réseaux, mais elles ne sont pas prévues pour attaquer une personne en particulier. C'est ça.
Et donc quand tout le monde se prend une attaque en particulier dans les dents, bah voilà, ok, tous les réseaux voient qu'on le balance vers ce type d'IP, tu peux les détecter. Et il y a toute une série d'attaques connues. Voilà, parce que c'est pas juste ouvrir une page, fermer la page. Il y a plein d'attaques derrière vers le DOS pour sur des ports spécifiques pour demander des pings avec des gros paquets, etc. Il y a toute une série de trucs que tu peux détecter au niveau des routeurs, c'est ça, qui sont bloqués par beaucoup de routeurs, et donc là effectivement peuvent être reportés au niveau d'une statistique globale. Alors c'est très intéressant, très amusant à regarder suivant les périodes d'où viennent les attaques. En tout cas, même si c'est pas d'un point de vue géopolitique, c'est d'un point de vue géographique. Elles sont localisées pour le moment, en tout cas au niveau de la Chine, là tout de suite. Ouais. Au moment où on vous parle, la Chine est en train d'attaquer les États-Unis à coup de DOS. Ouais. Et ça y va. Hein. Il y a des gros paquets qui passent. Voilà, ça y va, ça attaque. Quoi. Ça attaque sérieusement. On pense que quand nous, on n'est pas affecté, qu'on trouve que l'Internet va à une vitesse raisonnable, que notre page Facebook, puisqu'on en parlait, s'ouvre dans un délai raisonnable, que tout va bien sur le web, en fait, il se passe plein de trucs et on a raison de parler de plusieurs couches de l'Internet. Hein. Il y a l'Internet que tout le monde connaît et puis le côté un peu underground qui existe lui aussi, dans lequel il ne se passe pas toujours de très, très belles choses, en fait. Hein. Non. Et si vous remontez en 2014 et en 2013, on est à tout casser en attaque reportée à moins de 50 gigasecondes, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Ouais. Par contre, maintenant, on oscille très facilement entre 300 et 400 gigasecondes. C'est ça. Tout le temps. Oui, en permanence. Donc, voilà. Quelle consommation. Juste pour attaquer. Juste pour attaquer, oui, c'est ça. Donc, on a fait le tour de tout ce qui était... Ah non, on n'a pas fait le tour de tout ce qui était piratage, parce qu'il y a un petit nouveau qui s'est fait reconnaître, entre guillemets, cette semaine également, ce qui pourrait être la cause de l'absence d'un de nos chroniqueurs, à savoir Adrien, peut-être. C'est Ghost qui fait trembler les sysadmins. Ouais. Oui, et alors Ghost, c'est une faille dans glibc. Donc glibc, c'est une librairie système sous Linux et qui permet au moment où on fait une résolution d'adresse de faire un dépassement de tampon. Le fameux dépassement de tampon. C'est un podcast un petit peu technique qu'on vous propose à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Bah non, un dépassement de tampon, tout le monde connaît. Hein, c'est une fois par mois et voilà quoi. Et puis après, quand tu te dépasses, t'as mal. Oui. Et là, c'est pareil. Les mecs, ils font mal. Et cette faille, alors d'abord, j'ai regardé ça. Je me dis, tiens, nouvelle faille. Ouais, bon, ok, il y en a tous les jours. On va pas m'emmerder non plus, quoi. Mm-hmm. Puis tu regardes, tu dis, dépassement de tampon sur tout ce qui est requête, donc pour tout ce qui est conversion d'IP, etc. Tu dis, c'est intéressant, c'est pas mal. C'est quand même quelque chose déjà d'assez large parce qu'on utilise ça partout. Enfin, tous les services qui tournent sur une machine Linux, en tout cas pour du web, vont utiliser ces fonctions. Tu dis, déjà, quand même, c'est large. Et puis tu regardes ce qu'ils ont réussi à en faire, et tu réfléchis un peu. Tu te dis, oui, en fait, le simple fait de se connecter sur un serveur SMTP, donc le serveur pour envoyer un mail sur une machine, te permet d'exploiter la faille pour rentrer sur la machine. D'accord. Le simple envoi d'un mail, quoi. Donc, le simple envoi d'un mail. Enfin, oui, tu pourrais résumer en envoyant un mail forgé. Oui. Mais ici, le mec, il se connecte directement sur le serveur pour envoyer le mail. Mais en ligne de commande, ils vont pas utiliser Thunderbird pour ça, ou un script. Et donc le simple fait d'essayer d'envoyer un mail sur un serveur, si le serveur n'est pas patché, leur permet, avec Exim en tout cas, de passer à travers la faille et arriver sur le système. Donc tu peux avoir tous les firewalls du monde. Si tu acceptes un mail avec Exim, que tu as une vieille distribution, il rentre dedans. Et ça peut être la même chose pour plein d'autres services. Pour moi, il faut voir comment on arrive à les exploiter, mais on pourrait arriver à rentrer avec la plupart des serveurs web, avec la plupart de quasi tous les services qui sont existants sous Linux aujourd'hui. Et partant d'une attaque de ce type, il y a moyen de créer des redondances et d'avoir des résultats en cascade d'attaques virtuelles de ce type-là écoute, si les mecs écrivent un script et à partir du moment où ça a été dévoilé que maintenant tous les sysadmins sont prévenus qu'ils doivent mettre à jour, il y a eu un proof of concept, donc il y a eu un code qui explique comment l'utiliser directement. Et donc ça fait une page
à tout casser. Et donc avec cette page, tu peux aller exécuter du code de manière arbitraire sur une machine qui n'est pas à toi. Et donc de là, tu fais un scan d'IP et t'es parti. Et des gars comme Lizard Squad, en une heure... Ils vont créer eux-mêmes leur cartographie du web qui va bien... Ils vont créer des dizaines de milliers de serveurs qui ont, eux, des énormes bandes passantes qu'ils vont pouvoir récupérer. Donc pour moi, c'est une faille majeure dont on n'entend pas parler aujourd'hui. Voilà. C'est qui peut être inquiétant dans un court terme, quoi, on va dire. Parce qu'elle va être corrigée, cette faille, à un moment ou un autre. Ça va être compliqué, ça va être long. Elle l'est, mais il faut mettre toutes les tout à jour, distributions quoi. à jour. Ouais. C'est un peu le même type de choses qui s'est passé avec, je lisais ça à propos d'Android, par exemple, les anciennes versions d'Android avant la version 4. Il y a eu enfin, on le sait maintenant, mais il y avait une grosse faille de sécurité à l'intérieur du système d'exploitation de Google qui n'a pas finalement été corrigée, qui ne le sera pas. Donc, si vous avez des appareils avec des versions antérieures à la version 4, cette faille est présente dans votre appareil, mais manifestement, personne ne semble vouloir l'exploiter. Bon, alors elle ne le sera pas, c'est du guillemet, je veux dire, parce que c'est compliqué de nouveau l'histoire de la faille Android. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, est-ce qu'il y a un risque ou pas pour la majorité des gens? Non, oui. Il y en a un, effectivement. Il y en a un, si tu utilises un vieil Android, c'est tout à fait possible. Mais le problème de la faille, ce que Google a répondu, c'est qu'ils disent, écoutez, ce composant en particulier, c'est le composant qui affiche les pages web. C'est ça, oui. Donc, ils disent, ce composant en particulier, il évolue de centaines, voire plusieurs milliers de lignes tous les jours. Oui. Vous nous demandez d'aller retravailler sur quelque chose qui a plusieurs années, dans des dizaines de versions d'Android différentes. Oui. Nous, on fait le support pour ce composant qu'on a extrait du système dans les nouvelles versions d'Android pour justement pouvoir la mettre à jour facilement en cas de problème. C'est ça. Et tandis que sur les vieilles versions d'Android, ça fait partie du système. Nous, on ne sait pas aller le pousser sur les téléphones. Ouais. Chaque fabricant doit le faire. Et donc, voilà. Ça dépend un peu de la surcouche également. Nous, on ne corrige pas, démerdez-vous. C'est un peu ça l'idée, voilà. On va terminer peut-être avec une autre information qui est moins... plus léger. On va dire plus léger, c'est WhatsApp. Ouais. Qui débarque dans les browsers maintenant, enfin en tout cas sous Chrome. C'est ça. Et donc, voilà, c'est très léger. Oui. Moi, ça m'a toujours embêté parce que ma femme, je sais pas pourquoi elle utilise WhatsApp, mais elle aime ça avec ses copines et donc elle me balance aussi des messages sur WhatsApp. Oui. Je pense que c'est la seule personne qui m'écrit sur WhatsApp. et donc, quand tu es au bureau, répondre à ta femme sur ton GSM, ok, à un certain moment, tu te dis, mais tu vas au moins faire semblant de travailler sur ton PC. Alléluia, maintenant c'est possible avec Chrome, mais uniquement avec Chrome, les autres vont suivre. Comment ça se passe? Vous devez aller sur whatsapp.com/web. De là, Chrome vous propose de scanner un code barre. Ils font pas dans le facile. Oui. Tu scannes un code barre avec WhatsApp sur ton téléphone. D'accord. Et de là, il lit les deux. D'accord, ok. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il utilise toujours apparemment WhatsApp du téléphone pour envoyer les messages. Oui. Donc c'est juste un lien entre les deux qui permet d'utiliser le WhatsApp de ton téléphone pour envoyer les messages, mais à partir de ton PC, si tu me suis. C'est un virus en soi. Voilà. Et quand ton téléphone est mort, tu te dis c'est pas grave, je peux continuer à envoyer un message sur WhatsApp. Non. Si tu coupes ton téléphone, tu peux plus l'utiliser non plus. Donc le site, pour être tout à fait clair, est complètement, la page WhatsApp dans Chrome est tout à fait appairée au téléphone en fait. Pas de téléphone, pas de site. Et donc, et ça c'est uniquement, c'est pas uniquement sous Android, c'est aussi, je me fais mal comprendre. Ce pairage entre guillemets. C'est partout pareil. Voilà, il peut se faire. C'est partout pareil, sauf que pour le moment, si je ne m'abuse, ça ne fonctionne quand même de toute façon que sur Android. Donc ils auraient pu très bien le lier au compte Google, en gros. Oui, mais non, parce que c'était trop simple sans doute. Ou alors ils n'ont pas d'accord, ils sont pas. Et WhatsApp, c'est quand même celui qui est le plus lourd pour la liaison. Hein. Oui. Il le lie à ton numéro de téléphone, et si tu veux l'utiliser avec autre chose ou tu enlèves ta puce, c'est fini, tu as perdu ton WhatsApp. Hein. Donc, clairement. Donc c'est quand même plutôt bien sécurisé. Pour le coup, voilà. C'est aussi sécurisé. Non, mais je veux dire, c'est dans le même esprit que les SMS, quoi. C'est lié à un compte très défini, un numéro de téléphone. Si on veut, hein. C'est comme ça que c'est présenté. Mais voilà, ça l'est plus que d'autres moyens. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. À en faire quelque chose de sécurisé, j'irai vraiment pas jusque là. Quand tu regardes des films, où mets-tu tes mains?
En général, je veux dire, plutôt vers ma femme. Je dis ça parce que c'est la dernière info de ce numéro 19 qui était un petit peu plus léger que d'habitude en termes de contenu, mais quand même, on a discuté de pas mal de trucs. Je voulais vous parler d'une opération marketing qui est quand même, allez, il faut bien le reconnaître, bien foutue. C'est ce que propose Marc Dorcel, qui maintenant est leader du film X sur Internet, enfin en tout cas de manière légale, etc. Et qui propose une offre illimitée. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous allez pouvoir regarder tout le catalogue Dorcel sur votre ordinateur à une condition, c'est de garder vos mains sur le clavier. C'est-à-dire que vous devez garder les touches A, S et PL enfoncées, sinon vous perdez l'image. Je trouvais que c'était assez original comme idée. Et il y a d'ailleurs un petit spot qui circule, un petit spot pub qui circule sur Internet avec une des égéries de Marc Dorcel qui est très, très, très masquée, hein. Elle est derrière un ordinateur, on ne la voit pas toute nue, on imagine qu'elle n'est pas fort habillée, mais quand bien même, et donc elle vous explique tout ça, c'est le xillimité.com, et donc pour vous engager à vous inscrire, en gros, c'est ça l'idée, vous pouvez regarder le catalogue en gardant vos doigts sur le clavier. Comment tu trouves cette idée, Seb ? Écoute, comme d'habitude, Marc Dorcel est un formidable marketeur. Bah oui. Il est excellent. C'est vraiment c'est drôle, quoi. C'est un message, le message est subliminal, presque. Hein. Et en même temps, ils arrivent à le faire passer et c'est même pas vulgaire. Non, c'est ça. Dorcel est un formidable marketeur. Donc voilà. Il fait du sexe pour monsieur tout le monde. Oui, mais bon, voilà. Je voulais terminer avec ça parce que ça parlait de web aussi et de technologie, puisqu'il y avait un clavier dans l'histoire. Oui, d'ailleurs, remarque, on dirait qu'elle utilise un MacBook. Hein. Ça a l'air. Voilà. Tu vois quoi, qu'est-ce qu'on regarde hein, oui, la marque. Et c'est quel modèle en fait Attends, c'est un MacBook. Retina c'est un MacBook. Non, c'est pas un Retina. Je pense qu'il est un peu épais pour être. Enfin, soit. Vérifions. Non, c'est un MacBook Pro. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour cette semaine. Désolé, bien sûr, on a des malades dans l'équipe. On a des gens qui bossent et d'autres qui mangent. Et nous, on fout rien. Et nous, on rien à foutre le jeudi soir, donc c'est pour ça qu'on vous a enregistré cet épisode 19 des Technos. On revient avec une équipe un peu plus étoffée, on l'espère, la semaine prochaine. Et d'ici là, bien entendu, le hors-série dont on vous a parlé, c'est avec la fameuse prise qui nous coupe de nos connexions, qui interrompt nos connexions qu'on a enregistrées déjà il y a un petit temps, mais on vous le propose à partir de lundi. Et on vous proposera également, mais directement via notre page Facebook dans ce cas-là, et également d'autres numéros, comme par exemple la spéciale geek qu'on vous avait produit pour les fêtes de fin d'année. Passez une très très bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci Sébastien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.